Bonsoir à vous tous, merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Ce soir, on va en Centrafrique où des discussions ont été ouvertes après des combats entre l'ONU et un groupe armé. On évoque le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Des discussions étaient en cours mardi à la suite de récents combats entre les troupes de la mission de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA, et des combattants d'un groupe armé dans l'ouest du pays. Selon la MINUSCA, l'ONU a engagé des discussions qui se poursuivent encore aujourd'hui avec le groupe armé Front démocratique du peuple centrafricain. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Monteiro. Le but est de faire passer le message que nous ne tolérerons pas d'autres attaques, a-t-il ajouté. Depuis vendredi, les casques bleus de la MINUSCA sont en opération militaire contre le FDBC dans l'ouest du pays. 5 membres du groupe ont été tués dans les combats selon une note interne de l'ONU contactée donc par des journalistes. Le groupe armé parle, lui, de 3 morts dans ses rangs. Mamadou Diouf, qu'est-ce qui s'est à nouveau passé en Centrafrique? Je crois que c'est entre autres les résultats de l'accord qui a été signé, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'accord, on a tellement parlé de partage du gouvernement que les gens avaient oublié qu'il y avait d'autres éléments dans l'accord. Un des éléments, puisque l'article 34 avait été utilisé pour la médiation quand les gens ne se sont pas entendus sur la composition du premier gouvernement, l'article 35 parlait de sanctions. Et je crois qu'on est en face du début de ces sanctions avec la MINUSCA, puisqu'il ne faut pas qu'on oublie qu'à cette rencontre, l'ONU était là-bas, l'Union africaine également était là-bas, et au moment des négociations, il y avait cette menace qui était là, qui avait été brandie contre ceux qui risquaient d'aller à l'encontre de ce qui est demandé. Au niveau des accords également, il y avait un engagement qui a été pris par les groupes armés, eux tous, et cet engagement consistait à renoncer à recourir aux armes. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé, puisque ce groupe armé est venu dans un espace qu'il occupait. Après qu'on ait formé le gouvernement et que les gens aient contesté, ils avaient remis en place un certain nombre de barricades. On leur a demandé d'enlever les barricades puisqu'il y a un nouvel accord. Donc il n'y a plus de raison pour que les gens mettent les barricades. Ils ont refusé de le faire. Les Nations Unies sont venues pour dégager ces barricades et ils ont attaqué, ils ont utilisé leur force de frappe. Et comme ils le disent eux-mêmes au niveau de la MINUSCA, c'est pour donner un message. Et c'est ce message qu'on aurait dû donner depuis fort longtemps qu'ils n'ont pas donné. Ils disent qu'ils ne vont plus tolérer aucune attaque aujourd'hui de la part des groupes armés. Et je me dis que c'était ça que la MINUSCA devait faire depuis fort longtemps. C'est ce que j'ai toujours défendu, bien que je ne suis pas un partisan de la guerre, parce que devant des gens sans foi ni loi, qui sont juste en train de défendre des intérêts de groupes pour pouvoir exploiter des espaces retirés à un pays, parfois, il n'y a pas d'autre solution que la force des armes. Et quoi qu'on dise, la force de frappe de la MINUSCA n'est même pas comparable à celle de l'armée centrafricaine, à plus forte raison, à celle d'un groupe armé. Alors, ça veut dire aujourd'hui, au niveau de ce groupe armé, c'est juste l'expression d'un mécontentement. Oui, mais un mécontentement qui ne s'explique pas. Parce que le leader du groupe, Abdoulaye Meskine, dans le partage du pouvoir, on lui a proposé un poste de ministre. Il n'a pas accepté. Il a fait passer une autre personne qui a été nommée conseiller spécial au niveau de la présidence. On a pris un autre également dans le groupe qu'on a nommé préfet, puisque c'était ça la discussion. Il fallait partager le pouvoir. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'à l'issue de la seconde discussion, qu'ils n'ont pas eu leur part du gâteau, si on peut l'appeler ainsi. Mais la réalité, c'est que ces groupes rebelles se trouvent dans des espaces qu'ils contrôlent, dans des espaces qu'ils exploitent. Ils se retrouvent en situation de pouvoir. Alors que quand on les intègre dans le gouvernement, ils ne se retrouvent plus avec cette situation de pouvoir. Et c'est comme s'ils préfèrent ce petit État, entre guillemets, qu'ils ont créé, qu'ils gèrent, où ils font leurs propres lois, à l'État centrafricain, où quand ils viennent, ils vont devoir se soumettre à la loi au lieu de faire leur propre loi. Je crois que cela fait partie de ce qui a amené ce groupe à vouloir préserver certainement ses intérêts dans une zone donnée, alors qu'avec les accords, il est clair que, parce que c'est écrit sur les accords, tout le monde est d'accord que la Centrafrique, c'est un et un seul pays. Donc, il n'y a pas un espace qui doit être géré par un groupe et un autre espace qui doit être géré par la présidence de la République.
Alors, quand on dit qu'il y a des discussions entre l'ONU et ce groupe armé, c'est des discussions sur quoi exactement? En fait, puisque l'ONU a montré sa force de frappe, l'ONU est en train de faire la négociation qui devait être faite depuis fort longtemps, c'est-à-dire négocier en position de force. Jusqu'à présent, l'ONU s'était mis en médiateur, en force d'interposition, au point que par moments, certains groupes même ont eu le culot de s'attaquer directement aux forces des Nations Unies, au point même de tuer certains parmi les casques bleus envoyés par les Nations Unies. Et à l'époque, beaucoup de gens s'étaient plaints en disant même qu'il fallait remettre en cause le mandat et donner ordre à ces gens de riposter comme il se doit face à ces groupes, ce qui n'avait pas été fait. Aujourd'hui, avec la riposte, si l'ONU appelle ce groupe à la négociation, il n'y aura aucune discussion. Puisque le groupe ayant testé la force de frappe des Nations Unies n'a pas le choix que de venir se mettre autour de la table. Et cette négociation sera différente de la négociation de Khartoum où les 14 groupes détenant une bonne partie du territoire ont pu négocier en force, au point que quand l'accord n'a pas été respecté, ils l'ont remis en cause, ils ont obtenu un nouvel accord. Devant l'ONU, ce groupe ne peut pas du tout avoir ce poids-là pour faire une quelconque pression. L'autre raison qui amène l'ONU à le faire, les combats recommencent aussi entre les groupes armés. Puisque ça, c'était entre l'ONU et un groupe armé, mais il y a également des combats entre un autre groupe, ex-Seleka, et des anti-Balaka, et ça a été plus grave là-bas, puisqu'il y a eu 18 morts. Et c'est la même logique, puisque c'est un des responsables de ex-Balaka qui est venu dans un marché qui est géré par les ex-Seleka. Il est venu avec ses armes. Les gens lui ont dit non, tu ne vas pas rentrer ici avec ses armes. Il a refusé. Ils l'ont pris, ils ont mis en prison. Quand ces hommes l'ont appris, ils sont venus avec leurs armes pour le libérer par la force et il y a eu un affrontement. Donc, la même logique qui était là-bas est encore ici. Ici, c'est chez nous. Ou bien ici, c'est notre République, c'est nous qui faisons la loi. Tu ne peux pas rentrer toi sans pour autant porter tes armes. Et je crois que la leçon que l'ONU a donnée de l'autre côté va devoir peut-être servir de leçon pour que les gens sachent que la République centrafricaine est une et indivisible. Mais est-ce que ça ne veut pas aussi dire que l'accord n'est pas véritablement compris de la même manière de part et d'autre? Mais bien sûr, il faut voir qui négociait au titre du gouvernement et qui négociait au titre des rebelles. Parce qu'une des difficultés, même à l'époque, quand on a voulu mettre en place le premier gouvernement, c'était ça. Il y avait des personnes en vue au niveau des groupes armés qui voulaient des portefeuilles ministériels, mais qui n'avaient rien en termes de profil pour quelqu'un à qui on va confier un portefeuille ministériel. Donc, dans une négociation, quand vous avez une telle personne en face de vous, est-ce que même la personne, en lisant l'accord qui a été signé, est-ce que la personne a bien compris? Parce que les accords s'écrivent en français. Est-ce que la personne a bien compris la subtilité de la langue qu'on utilise quand on signe des accords? Tout cela, c'est des questions à se poser. Et ça avait posé problème au moment de la mise en place du premier gouvernement parce que véritablement, il y en a qui voulaient obligatoirement avoir un portefeuille ministériel alors que leur expression en français même était discutable. Ne parlons pas de l'écriture ou de la lecture de la langue de Molière. Alors maintenant, l'accord signé, est-ce que c'est un peu le signal qu'attendait l'ONU pour parler le langage de la force? Je me dis que oui, parce que l'ONU a toujours cette difficulté en venant dans ce genre d'espace. Ils viennent d'abord comme force d'interposition. Et souvent, le mandat n'évolue pas. Et quand le mandat n'évolue pas, il se retrouve entre deux feux. Si vous dites quelque chose, l'État généralement dit que l'ONU est en train de protéger les rebelles. Si vous dites autre chose, les rebelles disent que l'ONU est en train de se mêler à une affaire qui est une affaire entre des Centrafricains. L'accord maintenant crée un cadre et l'ONU, il ne faut pas qu'on l'oublie, était là comme facilitatrice également pour la signature de cet accord, comme garant également, parce que c'est les deux éléments. L'ONU et l'Union africaine sont garantes de cet accord qui a été signé, et certainement c'est dans ce cadre-là que l'ONU peut se retrouver plus en situation de force par rapport aussi bien aux rebelles qu'à l'État centrafricain, puisqu'il a fallu faire pression sur l'État centrafricain pour que les accords soient renégociés et que le gouvernement soit davantage élargi au groupe armés qui se trouvent sur le territoire centrafricain. Mais comme ils ont fait pression sur le gouvernement, il faudrait qu'ils fassent la même chose également sur un groupe armé qui voudrait mettre en péril cet accord pour que les gens comprennent qu'attendez, maintenant, vous êtes pratiquement sous une administration assistée, aucun ne peut faire ce qu'il veut. Il y a un cadre dans lequel nous nous sommes entendus, que chacun d'entre vous a signé. Il faut qu'on reste
dans le cadre de l'accord qui a été signé. Mais quand on voit quand même ces situations, on se dit qu'il y a beaucoup de fébrilité dans cet accord. Oui, il y a beaucoup de fébrilité puisque l'accord a été négocié. Quand vous regardez toute la discussion, y compris avant que les groupes ne partent, les gens étaient plutôt focalisés sur le partage du pouvoir. C'est pourquoi avant, nous allons prendre le poste de Premier ministre, nous exigeons le poste de ministre de la Défense. C'était plus ça, les points qui posaient problème. Et les spécialistes des Nations Unies qui font ces accords, ils connaissent très bien ce genre de choses. On vous laisse discuter ces questions du pouvoir et eux, ils mettent en place une feuille de route qui permet à l'ONU après de devenir maîtresse de la situation pour pouvoir dire aux gens demain, mais attendez, sur l'article tel, vous avez signé ceci, sur l'article tel, vous avez signé cela, alors que très souvent, les gens, en signant l'accord, étaient plus intéressés par le partage du pouvoir que par le reste. L'accord fait une trentaine de pages. Est-ce que les gens ont bien pris la peine de lire les préambules, de lire les renvois qui ont été faits par rapport à un certain nombre de choses avant d'apposer leur signature? Certainement pas. Ce qui les a le plus intéressés, et c'est sur ça qu'on les a entendus à chaque fois, c'était le partage du pouvoir. Alors que l'accord aboutissait à un partage du pouvoir, qui était la dernière des choses au niveau de l'accord. Mais avant d'aboutir à cette partage du pouvoir, il y avait deux parties où on disait les groupes rebelles s'engagent à, on énumérait un certain nombre de choses. On disait que le gouvernement s'engageait à, on énumérait un certain nombre de choses. Et après, il y avait la troisième partie, les deux groupes s'engagent à, c'est là-bas que se trouvait le partage du pouvoir. Malheureusement, c'est là-bas que les gens se sont focalisés en oubliant qu'ils ont également pris d'autres engagements, pas seulement du partage du pouvoir. Mais quand on voit que des groupes armés peuvent encore avoir aussi une certaine capacité de nuisance, vous évoquez tout à l'heure le cas de ces ex-Seleka et ex-anti-Balaka, est-ce que le côté DDR n'est pas encore enclenché? Non, malheureusement, ce n'est pas encore enclenché. Non seulement ce n'est pas encore enclenché, il y a dans le processus un autre élément qui n'a pas encore été enclenché. Aujourd'hui, l'accord dit que les forces de sécurité centrafricaines, les forces officielles, l'armée, doit, avec les groupes rebelles, sous la supervision de l'ONU, former ceux qui vont assurer la sécurité sur tout le territoire. Donc on se retrouve avec des troupes mixtes aujourd'hui pour pouvoir faire cette question de la sécurité, parce que bien sûr, ni les rebelles, ni l'armée ne fait confiance à l'autre groupe, mais cela n'a pas encore été mis en place. Dans les accords également, on parle de désarmement, de réinsertion également de ces militaires. Mais ils ne sont pas encore à cette étape, puisqu'il ne faut pas oublier qu'immédiatement après l'accord, il y a eu la contestation, ils viennent de mettre en place le nouveau gouvernement. Il y a une autre commission qui doit être mise en place entre le gouvernement et ces groupes rebelles, et c'est là-bas que doit être réglée cette question du désarmement et de la réinsertion des forces de ces groupes rebelles. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On marque maintenant la pause et après on passe à l'invité.